marché du cacao, l'Office national du cacao et du café annonce une baisse des prix depuis le début de ce mois de février, une situation qui affecte dangereusement les producteurs africains du cacao. Et puis dans ce journal, nous parlons aussi de l'intégrité, de la transparence dans la gestion des finances publiques en Afrique. Une réflexion est en cours depuis ce matin à Yaoundé. Elle est organisée par les institutions supérieures de contrôle d'Afrique francophone. Voilà pour les titres, les détails dans un tout petit instant. Un drame à l'ouverture de ce journal, il s'est produit en Colbison, c'est une localité du 7e arrondissement de Yaoundé. Selon le récit qui nous est rapporté dans ce studio, il s'agit d'une femme qui est suspectée d'avoir ôté la vie à 3 de ses enfants avant de se suicider elle-même. Un drame décrit dans ce reportage de Cyril Akono sur le terrain. Bonsoir Sévéra de Gambélé, bonsoir à tous. C'est ici, dans l'arrondissement de Yaoundé 7e, au quartier Colbison, précisément le M. que s'est produit cette situation de tristesse, de détresse, de désarroi, une situation lugubre au mieux, une situation rocambolesque. Cet appartement, comme vous pouvez voir derrière nous, une femme vivait justement avec ses 3 enfants et son mari. Malheureusement, hier, aux encablures de 20h passées, très exactement des 0 minutes, selon les différentes versions que nous avons eu ça et là, s'est produit donc un drame. La femme aurait donné du poison à ses 3 enfants et malheureusement, ces derniers sont passés de vie à trépas. Une fois passés de vie à trépas, elle-même aurait consommé le même poison qui, malheureusement ou heureusement, n'a pas directement eu raison d'elle. Après l'avoir consommé, elle aurait pris du couteau et se serait scié les différentes veines de la main. Et une fois cela fait, elle-même est passée de vie à trépas. La situation s'est produite, je le précise encore, aux encablures de 20h, passées de 0 minutes selon les différentes versions que nous avons eues ici sur le terrain. Son mari, papa chinois comme on l'appelle ici au quartier, a justement voyagé hier pour aller du côté de la Chine. Et jusqu'à maintenant, il n'est toujours pas joignable, toujours selon les différentes versions des voisins que nous avons essayé d'interviewer ça. Et là, tout ce qu'on peut avoir comme reste de ces 3 enfants qui malheureusement sont passés de vie à très près même de la mer, ce sont simplement ces différentes chaussures que vous pouvez voir, ces différentes chaises que vous pouvez également voir. On peut dire là que ce sont les restes des 3 enfants et de la maman. Qu'est-ce qui a poussé cette dame à poser cet acte? Selon toujours les différentes versions que nous avons eues, elle aurait dit à son mari qu'elle voulait être propriétaire principale de la concession dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Les différentes discussions se sont donc posées entre son mari et elle qui s'est justement opposée à sa proposition et elle a décidé malheureusement de faire passer ses 3 enfants de vie à trépas et elle-même de se donner la mort. En direct du quartier Messero, précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 7e, quartier Colbison, je suis Cyril Akono avec Micheline Biloire pour Binousoir. Merci bien Cyril Akono pour ces précisions que vous nous apportez sur ce drame qui, je le rappelle, s'est produit au quartier Colbison dans le 7e arrondissement. Une dame aurait ôté la vie à 3 de ses enfants avant de se donner elle-même la mort. Et dans le même sillage, nous annonçons que l'une des voix très connues de la télévision africaine s'est éteinte. Il s'agit de la voix de Constantin Ekani Mbenga, plus connu sous l'appellation de Constieka. Il est décédé à Abidjan des suites d'un malaise. Il laisse derrière lui dans l'audiovisuel une empreinte durable. Et c'est ce que nous dit dans cette analyse de Franck Peck. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission d'un genre particulier qu'on va essayer avec les prouesses du satellite de réaliser entre Douala, où je me trouve, ici en plein cœur de Bonanjo, et nos invités qui sont du côté de Londres. On va essayer de... Présentateur charismatique, producteur exigeant, stratège de l'image, Constieka incarnait une génération de communicants panafricains capables de franchir les frontières. Son parcours s'est confondu avec l'essor du paysage médiatique du Cameroun en particulier et de tout le continent africain en général depuis les années d'ouverture audiovisuelle. Son surnom, roi de la télé, n'était pas un artifice marketing. Il traduisait une réalité d'audience et d'influence. À l'antenne, il imposait un ton. Hors antenne, il formait des équipes. Sa marque, professionnalisée, structurée, modernisée.
C'est au début des années 60 que Constantin Ekani Benga va pousser son premier cri, né d'une mère originaire de Yabassi et d'un père vétérinaire. Sa passion pour le micro sera suscitée très tôt au lycée d'Obala par son grand frère, un certain Josine Demba, animateur prisé et modèle du jeune Consti. Son talent, lui, va commencer à prendre forme au collège Vogt avec plusieurs prestations sur les scènes comme impresario, speaker, maître de cérémonie. Mais c'est son départ en 1970 en Côte d'Ivoire, son pays d'adoption, où il deviendra une véritable star du petit écran. Figure emblématique du petit écran, Consti Eka s'est imposé dès les premières années de sa carrière comme un visage incontournable de l'animation télévisée. Passionné de musique et de culture urbaine, il a très tôt contribué à moderniser les programmes dédiés à la jeunesse. Son ton direct, son aisance face caméra et son sens du rythme ont rapidement fait de lui une référence. L'un des gros tournants de la carrière du génie du micro a lieu en 1984 à l'occasion d'un gros spectacle de rap breakdance au palais de Trècheville en Côte d'Ivoire. L'animateur sollicité ce jour fait des siennes exigeant un cachet de 1,5 million de francs CFA. Daniel Cuisac, alors promoteur de l'événement, propose à Consti Eka de saisir l'occasion. La suite, on la connaît. On va pas perdre de temps, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va lever les mains, on va lever les mains. Tout le monde lève les mains, on va lever les mains. Je vois rien, lumière, s'il vous plaît. On va lever les mains. Voilà. L'Afrique est bénie ce soir. Cuisac, fier de lui, le met en relation avec Jean-Claude Coran, créateur de Tabala FM. Direction pour la France, pour le jeune Consti. En 1989, il revient au continent avec un contrat de 10 ans avec Hinton pour l'émission Noël en couleur. C'est le début de la saga télévisuelle du roi de la télé. Les succès s'enchaînent. Musique vidéo show, Prestige, Cameroun Top Star. Il est d'ailleurs le premier à faire fouler le sol africain à la célèbre top modèle Naomi Campbell. À travers ses programmes, Consti Eka a largement participé à l'essor de la culture pop musicale sur les écrans nationaux. Je suis le premier à créer une cérémonie de remise de trophées. Je dis bien en Afrique. Fondateur du groupe SECAM, il a marqué l'histoire des médias avec la création de Sen TV et la radio Voltage 2. Ses concepts innovants et son style unique ont durablement influencé cette médiatique camerounaise et ivoirienne, faisant de lui un trait d'union entre ces deux pays. Figure de proue des médias sur le continent, le roi de la télé a succombé lundi 16 février 2026 à un accident vasculaire cérébral dans une polyclinique de la capitale économique ivoirienne. Affaire Martinez-Zogo, tribunal militaire de Yaoundé, au deuxième jour de l'audience criminelle de session des 16 et 17 février. Le tribunal en ce moment continue l'audition des témoins contenus sur la liste du commissaire du gouvernement, le lieutenant-colonel Serlin Bellinga. Il est revenu à la collégialité que préside le colonel Jacques Baudouin Missenjoné d'entendre deux responsables au moment où se produisaient les faits, deux responsables de la GRE. L'un était commandant du groupement d'appui logistique et l'autre commandant du groupement tactique d'information de la DGRE. Et à la pause de cette audience, nous avons pu approcher l'un des avocats des ayants droit de Martinez-Zogo pour qu'il se prononce sur les débats tels que cela se déroule. Est-ce qu'on avance? Est-ce que les choses nous amènent vers la matérialisation de la manifestation de la vérité? Nous écoutons Maître Joseph Kemoui. Il serait un peu malsain de dire qu'on n'a pas évolué, on a légèrement évolué, parce qu'il y a certains points qui étaient obscurs, qui finissent par trouver des clarifications avec des déclarations contradictoires que les témoins même de la DGRE ont déposées devant le tribunal. Donc nous pouvons déjà dire qu'à partir de certaines de leurs contradictions, on comprend que beaucoup de choses ont évolué sur un aspect du dossier. Déjà, certains disent qu'il y a une centralisation de décision. En fait, l'origine de la décision est centralisée. C'est le DGRE qui était celui qui faisait tout. Et que certains viennent vous dire que non, certains pouvaient prendre des initiatives isolées quand ils étaient dans la situation de prendre des décisions par rapport à ce qu'ils entreprenaient. Bon, nous ne pensons pas que ce soit que c'est le DGRE qui devait tout décider et que tout devait passer par lui. Donc il y avait cette possibilité pour certains agents de prendre des initiatives. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont passés en premier et qui faisaient croire que tout était centralisé et que sans référence au DGRE, rien ne pouvait être possible. Tout ce que nous suivons depuis, c'est que certaines choses étaient possibles en dehors du DGRE et que c'était même des choses qui étaient sues dans la maison et qu'ils ont voulu occulter à l'entame de cette procédure tout en faisant croire que c'était peut-être une cabale contre
contre peut-être leur patron. Nous sommes beaucoup plus attristés parce que le corps de Martinez Ogo continue à être conservé depuis 3 ans. On ne trouve plus pour quel intérêt. Les autopsies ont été déjà faites. Nous pensons qu'il était de bon ton pour que la famille fasse son deuil, de restituer le corps et qu'on passe du côté du deuil pour n'attendre que le côté de ce qui sera la vérité que nous recherchons. Donc pour nous, 3 ans après, la vérité doit finir par triompher. Sur la promotion de l'intégrité institutionnelle et la transparence dans la gestion des finances publiques en Afrique francophone, il faut dire qu'une réflexion se tient depuis ce matin à Yaoundé. Elle est organisée par les institutions supérieures de contrôle d'Afrique francophone et cela pendant 4 jours. Les participants discutent justement des meilleures pratiques dans le domaine de la gouvernance financière. Lucien Bala. Ce séminaire régional des institutions supérieures des contrôles d'Afrique francophone est une occasion pour les différents membres de partager leur expérience et de renforcer leur collaboration. Les travaux d'ouverture ont été présidés par Mba Acharose Foumoundane, ministre délégué à la présidente de la République chargée du contrôle supérieur de l'État. Les différents membres que compte cette organisation ont répondu présents avec un objectif précis. À l'issue de cet atelier, nous devons, nous tous, connaître, n'est-ce pas, comment nous devons nous comporter en tant qu'institution supérieure de contrôle, pour apprendre aussi l'expérience des autres et voir dans quelle mesure, lorsque nous allons rentrer chez nos pays, que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons appris ici. L'initiative de développement soutient le renforcement des capacités des institutions supérieures de contrôle dans les pays en développement. C'est la raison pour laquelle des thématiques précises vont être abordées pendant ces 4 jours. Au cours de ce séminaire, nous allons aborder un certain nombre de thématiques ayant trait aux standards internationaux en matière d'intégrité et de déontologie pour les ISC. Les ISC vont se soumettre également à une cartographie, à un examen de leurs pratiques actuelles pour examiner leur vulnérabilité et pour adresser un certain nombre de pistes d'action qui peuvent leur permettre d'améliorer leur système d'intégrité. Ce séminaire régional des ISC d'Afrique francophone sur l'intégrité institutionnelle et la gouvernance déontologique prend fin le 20 février 2026. Réunis donc à Yaoundé jusqu'au 20 février, comme vous venez de l'entendre, il faut dire que les participants des institutions, venant des institutions supérieures de contrôle en Afrique francophone réfléchissent sur des thèmes techniques, notamment l'exclusivité, la gouvernance déontologique. On parle aussi de l'intégrité institutionnelle. Mais au-delà de ces échanges techniques, il faut dire que c'est de la crédibilité des États comme le Cameroun qui est en jeu. C'est ce que nous dit dans cette analyse Christian Elundou. Yaoundé accueille depuis ce 17 février un rendez-vous majeur pour l'avenir de la gouvernance publique en Afrique francophone. Sous l'égide de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, les institutions supérieures de contrôle placent au centre des débats l'intégrité institutionnelle et l'inclusivité. L'intégrité institutionnelle, c'est le respect des règles, la responsabilité dans la gestion des ressources publiques et la transparence dans l'action de l'État. Cependant, elle ne peut être efficace sans inclusivité. Une gouvernance crédible suppose que toutes les composantes de la société, femmes, jeunes, collectivités territoriales, soient prises en compte dans les mécanismes de décision et de contrôle. Dans un contexte d'exigence accrue de transparence, cette question touche directement la légitimité des États. Pour l'Afrique francophone, l'enjeu est clair, renforcer l'indépendance et la crédibilité des organes de contrôle afin de prévenir les dérives d'installer une culture de responsabilité. Pour le Cameroun, pays hôte, l'opportunité est stratégique. Sur le plan économique, une gouvernance éthique et inclusive renforce la confiance des investisseurs et des partenaires. Sur le plan budgétaire, elle garantit une meilleure utilisation des ressources publiques. Sur le plan sociopolitique, enfin, la transparence et l'éthique consolident le lien entre les citoyens et les institutions. Le défi commence donc véritablement après les discours, traduire les recommandations en réformes concrètes et mesurables. Car sans application réelle, l'intégrité reste un principe abstrait. À Yaoundé, le message est donc sans équivoque. Développement,
Éthique publique et inclusivité doivent désormais avancer ensemble pour bâtir une gouvernance durable et crédible en Afrique francophone. Du point de vue du gouvernement du Cameroun, comme je l'ai dit, c'est le Cameroun qui accueille ces assises. Et il faut préciser qu'on accorde une importance particulière à ce qui se dit, aux débats qui sont menés dans le cadre des rencontres de ces séminaires régionaux. Et nous allons, à propos, écouter le ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, Mme Mba Acharose Fumunda. Dans le cadre de notre démarche d'amélioration continue, ce séminaire vise à approfondir les constats, les défis et les opportunités identifiées par les IEC dans le domaine de l'intégrité internationale et de la déontologie professionnelle et s'inscrit dans une stratégie de renforcement durable et permanent des valeurs d'intégrité, d'indépendance, d'objectivité, de compétence, de comportement professionnel, de confidentialité et de transparence, telles que décrites dans l'ISAI 130, Code de déontologie. Ce séminaire se positionnera comme une plateforme stratégique d'échanges collaboratifs. Ces derniers contribueront à renforcer les liens personnels et professionnels et à créer un environnement de coopération plus fructueux entre les participants. Sur le marché du cacao, ça ne se passe pas du tout bien. Depuis le début de ce mois de février, les prix connaissent une chute sur le marché mondial. À l'embarquement, on estime que les prix sont tombés sous le coût de 2000 francs le kilogramme. Une situation qui embarrasse à la fois les acheteurs et les producteurs africains. Et pour le cas du Cameroun, il est intéressant de suivre ce qui se passe. Monique Bamio. Au 16 février 2026, le cacao n'a plus sa saveur économique des records historiques de 2024. Sur le marché international, la tonne s'échangeait autour de 3673 $. Le 13 février, en nette baisse, une correction brutale après des mois de flambée spéculative. La chute du prix du cacao au Cameroun n'est pas un phénomène isolé. Le prix du cacao a chuté au Cameroun à la suite d'une baisse drastique des cours sur le marché mondial qui en un an sont passés de 13 000 $ la tonne à 6 000 $, donc une baisse de plus de 50%. À Douala, principal port d'exportation du Cameroun, les chiffres publiés par l'Office national du cacao et du café confirment la tendance. Le prix FOB atteint 1895 francs CFA par kilogramme, tandis que les achats aux producteurs oscillent entre 1500 et 1700 francs CFA par kilogramme. Des niveaux très en dessous des projections gouvernementales qui tablaient encore sur une fourchette de 3200 à 5400 francs CFA. Une sorte de retour à l'équilibre du marché parce que le pic de 6 000 francs le kilogramme qui a été observé l'année dernière était un peu un point aberrant. Et ce n'est pas la première fois qu'on observe ce type d'épisode. En 2017, déjà, le prix du cacao avait chuté de plus de 30% de sa valeur. Autre enjeu, la compétitivité. Le cacao camerounais respecte toujours les normes internationales. Le pays a d'ailleurs été élu comme membre des pays producteurs du cacao fin à l'échelle mondiale. La baisse du prix n'est pas liée à une dégradation de la qualité. Le cacao camerounais est l'un des meilleurs cacao au monde. Un producteur qui vendait son kilogramme de cacao à 5 000 francs, 6 000 francs l'année dernière et qui doit le vendre déjà à 1 500 francs, vous pouvez imaginer la baisse et l'impact que cela a sur les revenus des producteurs. Et même pour l'économie camerounaise, parce que vous savez, le cacao est pratiquement devenu la première source de devises pour le Cameroun. Les pertes sont néanmoins sensibles. Baisse des revenus des producteurs, ralentissement des exportations et manque à gagner en devises pour l'économie nationale. Dans un pays où le cacao représente
Une source majeure de revenus agricoles, la filière retient son souffle dans l'attente d'un redressement. Si nous allons parler d'un sujet pas très courant, on a du mal à l'évoquer. Il s'agit bien de l'addiction aux substances toxiques, l'addiction aux stupéfiants par exemple. Nous en parlons à la faveur d'une table ronde qui a été organisée à Yaoundé par l'association 1 Billion Rising Cameroon, qui a donc décidé de mettre sur la table ce sujet-là afin de pouvoir l'évoquer, peut-être trouver des solutions aux difficultés que nous rencontrons. Fabiola Atsama nous en dit plus. Ils sont venus nombreux prendre part à la table ronde organisée par l'association 1 Billion Rising Cameroon sur la problématique de la santé mentale et de l'addiction. L'objectif était de sensibiliser les jeunes et le public sur les causes de l'addiction et ses méfaits. Cause de son addiction, c'est-à-dire en essayant de comprendre son comportement. Quelle est la relation qu'il entretient avec son addiction, qu'est-ce que ça lui apporte dans cette écoute-là pour relever justement les causes pour lui intrinsèques pour cette personne-là de son comportement addictif. À partir de là, on peut travailler ensemble progressivement à faire en sorte qu'il soit moins addict. Voilà. Parce qu'il faut savoir que l'addiction, c'est une habitude que quelqu'un met en place au fil du temps. Au menu de cette table ronde, sketch, chant pour faire passer le message. Les addictions d'un point de vue d'élève et aussi d'un point de vue parental. On a essayé de montrer les failles, les causes, les conséquences, les manifestations et comment on peut y remédier efficacement. On tient tout simplement que nous sommes tous malades d'une manière ou d'une autre et que les soucis liés aux addictions et aux problèmes mentaux ne sont pas des concepts occidentaux. Mais c'est quelque chose que nous vivons tous les jours et qu'il est impératif de nous reconnaître comme malades si nous le sommes et de pouvoir prêter l'oreille attentive pour écouter les autres qui souffrent de ces maux. Ce sont des problèmes qui peuvent concerner tout le monde, que ce soit la famille, que ce soit soi-même, que ce soit même des gens autour de nous. Et c'est important d'avoir l'œil et d'avoir surtout de l'écoute active envers ces proches-là. Selon les spécialistes, sortir de l'addiction est un long processus qui nécessite un accompagnement. Quand les parents appellent, ils sont en panique. Je me suis rendu que j'ai trouvé du cannabis dans la chambre de mon enfant. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé du cannabis dans la chambre de l'enfant que ça veut dire qu'il est déjà addict, s'il faut dire ça comme ça. Là. Donc, il faut déjà la prévention, c'est-à-dire rencontrer un professionnel pour pouvoir évaluer quel est le niveau de consommation de cet enfant-là ou de ce jeune. Et ensuite, une fois que c'est évalué, il y a donc la prise en charge qui est mise en place et qui se fait en lien avec les parents. Puis, il y a l'accompagnement pour complètement laisser. Et ça prend du temps. Ça, c'est quelque chose qu'il y a quand même à préciser aux parents. C'est que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un an. Même pas en an. Parfois même, ça met beaucoup d'années en fait. En fonction du niveau de depuis quand. L'addiction est donc réelle et mérite que l'on mette des moyens pour la faire reculer. La page culturelle du 19h30, le journal télévisé sur BNews One. Ce soir, nous allons à Paris où vient de se tenir l'édition 2026 d'Art Capital sur la création contemporaine africaine pour la deuxième année consécutive. Le fonds de dotation Opéra Art Collection, porté par la Camerounaise Sorel Beg-Bucher, a mis en lumière 12 trajectoires artistiques venues du continent et de la diaspora. L'exposition L'Envol a littéralement été prise d'assaut par les collectionneurs et les diplomates. Larissa Liken. Sous ces 17 500 mètres carrés de verre du Grand Palais, l'Afrique a rayonné cette année. Les stands d'Opéra Art Collection n'ont pas désempli à l'occasion du vernissage organisé du 13 au 15 février 2026. Amateurs d'art et curieux se sont pressés pour découvrir L'Envol, une collection de 12 artistes originaires du Cameroun, du Congo, du Rwanda ou encore du Sénégal. Là, il n'était pas question de folklore, mais d'une intensité brute qui a bousculé tous les codes. La capacité de pouvoir être exposé ici, c'est quand même le Graal. C'est le lieu essentiel où on peut montrer un travail au reste du monde sur la culturalité, sur l'énergie artistique d'un peuple et aussi sur notre histoire qui est déclinée
scientifiquement, artistiquement par les peintres. C'est un symbole d'abondance et de rayonnement. C'est un peu l'idée qu'on a quand on est ici là, sur cet événement mondial au Grand Palais. C'est vraiment rayonner, c'est chaleureux, c'est sparkle, ça veut dire scintiller en anglais, donc c'est vraiment quand on est au meilleur moment de sa vie, de la meilleure énergie qu'on puisse avoir, c'est ce qui est représenté ici en fait. À l'origine de ce succès se trouve une femme, Sorel Beg Buker. La mécène, d'origine camerounaise, a créé ce fonds de dotation en 2023 pour une mission précise, offrir aux talents du continent la visibilité qu'ils méritent. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'artistes contemporains africains qui venaient exposer ici. Et grâce au fonds de dotation Opéra Art Collection que je préside, les organisateurs nous ont fait confiance et nous n'avons pas déçu. L'art africain a quelque chose de particulier, c'est que beaucoup de grands artistes occidentaux sont allés en Afrique pour s'inspirer et sont devenus des grands chez eux. Aujourd'hui, il est question de permettre aux artistes d'art contemporain africains de venir justement challenger ces artistes occidentaux ici, notamment à Paris, et aussi pour promouvoir, pour encourager la jeune génération et aussi pour une meilleure transmission. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un phénomène où parfois certains de la diaspora ne maîtrisent même plus l'art du pays concerné. À travers nos expositions, c'est de reconnecter les artistes, c'est de reconnecter les Africains à ce qui leur est de plus cher, à savoir leur art. L'événement qui s'est tenu dans le 96e arrondissement de Paris était un véritable carrefour diplomatique. Parmi les visiteurs de marque, l'on a pu remarquer dans l'assistance l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France et l'ancien ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. J'ai laissé une partie de mon cœur au Cameroun. J'ai vécu 3 années très intenses. Et j'ai beaucoup admiré, je continue à admirer la richesse, l'énergie qui se dégage au Cameroun. Et ce qui est important également, c'est de mettre en valeur les ponts qui nous unissent, à travers en particulier la diaspora, les franco-camerounais, soit qui habitent au Cameroun, soit qui habitent en France, pour approcher encore plus ces deux pays. Et ce qui est important avec le Cameroun, tout le monde, et vous êtes tous fiers de le rappeler, vous êtes l'Afrique en miniature. Donc grâce à ces franco-camerounais, on a au Grand Palais l'Afrique en miniature. Et c'est ce mixte de créativité, de passion que je suis venu découvrir à nouveau. Et je me réjouis que ces artistes soient venus ici grâce à Maître Sorel et que le public parisien, le public français, parce qu'on est dans une grande réunion internationale, puisse apprécier et mettre en valeur cette richesse artistique. Après cette participation en record, l'Afrique confirme son statut d'acteur incontournable du marché de l'art mondial. Le fonds Opéra Art Collection, lui, poursuit sa route pour accompagner, valoriser et surtout continuer de faire briller ce berceau de l'humanité sous les projecteurs de la modernité. On parlait de Mardi Gras aujourd'hui en préparation au carême qui commence chez les chrétiens demain, le mercredi des Cendres. De même, demain, 18 février, c'est le début du jeûne du Ramadan chez les musulmans. C'est un mois de prière, un mois de jeûne et un mois de partage. Il représente un moment central de la foi islamique, comme nous le dit ici Yves Zembida. À quelques heures du début du Ramadan, l'effervescence est perceptible au sein de la communauté musulmane. Tous se préparent à observer ce temps sacré marqué par le jeûne quotidien de l'aube au coucher du soleil. Dans les familles comme dans les mosquées, les dispositions s'intensifient. Au-delà des aspects matériels, l'essentiel reste la préparation intérieure, se disposer à la discipline, au renoncement et au renforcement de sa foi. On se prépare sur le plan alimentaire, on se prépare aussi sur le plan psychologique et sur tous les plans. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Tout musulman qui se confirme doit se préparer en conséquence. Quand les hostilités approchent, comme elles sont de plus en plus récentes, nous sommes à quelques heures du mois béni de Ramadan. Généralement, les fidèles ont ce devoir moral et ce devoir religieux d'implorer le pardon pour tous les péchés antérieurs, afin d'aborder le jeûne dans le mois béni dans une purification totale.
Temps d'endurance et d'élévation spirituelle, le Ramadan est avant tout une période de purification et de rapprochement avec Dieu. Les croyants multiplient les prières et prévoient de participer plus activement aux enseignements religieux. Et vous avez aussi, n'est-ce pas, cet engagement d'assister aux assises des sciences, parce que dans le mois de Ramadan, les mosquées sont meublées par l'apprentissage que proposent des érudits dignes de confiance, dont un fidèle musulman, que d'aller tromper le temps à vadrouiller ici et là. Dans une période comme celle-là, il devra s'asseoir quelques instants dans la mosquée pour écouter, n'est-ce pas, le rappel. Et tout cela entre dans l'évocation du Seigneur qui est beaucoup voulue toute la vie, mais beaucoup plus dans le mois béni de Ramadan. Cette période de privation s'accompagne également d'une quête de bénédiction. Pour beaucoup, elle symbolise un temps d'espérance, de paix et de renouveau. Je m'attends à une bénédiction totale, je m'attends aussi à une certaine purification et je m'attends aussi à une sorte, n'est-ce pas, de pureté, quoi. À son Seigneur tout ce dont il a besoin. Il invoque de ce point de vue pour lui, pour ses parents, pour ses proches parents et pour tout le commun, n'est-ce pas, c'est-à-dire des créatures. Vous avez des croyants qui se sont avancés dans la miséricorde de leur Seigneur à travers la mort. Ils pensent à cela, une pensée pieuse. Ils demandent que le Seigneur leur fasse clément, soit miséricordieux envers eux. Et ceux qui sont vivants, et maintenant, n'est-ce pas, les États. Vous voyez aujourd'hui, il y a tellement d'insécurité, tellement de troubles. Malgré ces nombreuses privations, le Ramadan s'annonce ainsi comme une opportunité de transformation intérieure pour les milliers de musulmans du Cameroun, résolus à en vivre pleinement le sens et les promesses telles que prescrites par le Saint-Coran. L'information circule depuis quelques jours. Les autorités américaines ont accepté d'accompagner le Nigeria dans la lutte contre Boko Haram et le terrorisme dans le nord-ouest du pays. Eh bien, c'est effectif. On annonce le débarquement de quelques militaires américains qui vont assurer, c'est des instructeurs qui vont assurer la formation des militaires nigérians. Darlene Mimboui. Après des années de combats épuisants contre l'insurrection, le Nigeria mise sur l'expertise américaine. Environ 100 soldats venus des États-Unis ont déjà pris leur quartier dans le pays. Leur mission est claire, ne pas prendre la place des troupes locales, mais les transformer. Formation tactique intensive, appui technique de pointe, partage stratégique des renseignements sont là le plan d'action de ces troupes. Neutraliser les menaces multiformes de ces rebelles est l'objectif à atteindre avec pour cible les combattants de Boko Haram, mais aussi des bandits spécialisés dans le kidnapping contre rançon. Selon les statistiques des Nations Unies, le bilan est lourd. Plusieurs milliers de victimes chrétiennes comme musulmanes ont péri dans les violences, particulièrement dans le nord-ouest du pays. Cette collaboration entre le Nigeria et les États-Unis n'est pas qu'une promesse. Depuis le mois de décembre, l'armée américaine est passée à l'offensive en menant des frappes aériennes ciblées contre des cellules liées au groupe État islamique. Accusé d'immobilisme par une partie de sa population, le gouvernement nigérian espère reprendre enfin l'initiative sur le terrain et stabiliser une région sous haute tension. De la grande famille olympique au président du comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Kalkaba Malboum. Cette présentation devrait avoir eu lieu ce mardi au siège de l'institution. Outre les offices protocolaires, les allocutions et la poignée de main symbolique, cette cérémonie a aussi servi de cadre à la remise solennelle des diplômes de fin de formation. Plusieurs pensionnaires des différentes formations qui sont accompagnés par le comité national olympique et sportif camerounais. Et à la fin de la cérémonie, le colonel Kalkaba Malboum a exprimé au micro de nos reporters son satisfaits sur le mouvement sportif national tout au long de l'année qui s'est achevée. Nous le regardons. Est placé sur le site de la performance, de l'excellence, de la rectitude, du respect des valeurs de l'olympisme. Parce que notre mouvement ne peut plus être géré au rabais. Le sport est une activité économique d'importance, comme je l'ai souligné dans mon propos. Le sport représente 2% du PIB mondial. Le sport a une croissance de 5 à 7% au niveau économique. Il est porteur du tourisme. Il fait la promotion des valeurs comme la droiture, la santé, le tourisme. Donc je pense que nous devons regarder maintenant
dans cette direction pour apporter quelque chose de plus par rapport à ce que le président de la République peut offrir à la jeunesse. Donc c'est une jeunesse sportive mais productive, et non juste pour le loisir et pour la télévision et les spectateurs qui sont installés dans leur... Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du journal télévisé de 19h30 sur BNews One. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur notre antenne.